va bien pouvoir parler aujourd'hui? T'en as une petite idée, toi? Ça m'a l'air évident. Salut Diskipoulous, c'est Madame Bachkowski et je reviens dans cette nouvelle vidéo pour te parler, comme tu l'auras certainement deviné, des super-héros. Alors pourquoi? Tout simplement pour te montrer que l'Antiquité, encore une fois, est partout et que ça cartonne, puisque les super-héros et les héros de l'Antiquité ont beaucoup de liens en commun. Démonstration? C'est parti! Alors, avant de commencer donc notre petite vidéo sur les liens entre les super-héros et les héros antiques, je vais te rappeler ce qu'est un héros dans l'Antiquité. Alors même si je me suis déjà répétée dans les dernières vidéos, et que j'ai lourdement insisté sur le fait qu'un héros dans l'Antiquité était un demi-dieu, je le rappelle quand même, c'est toujours bon. Le héros antique c'est un demi-dieu qui a accompli des faits exceptionnels et qui combat pour rétablir l'ordre et le bien. Alors, donc on va passer à notre premier point sur les personnages. Alors, tu vas voir que les héros antiques et les super-héros ont pas mal de points communs au niveau des personnages, que ce soit de leur histoire, de leur caractère, voire même de leur nom. C'est parti pour les origines. Les origines des super-héros et des héros antiques ont des similitudes. En effet, on remarque que beaucoup de super-héros ou de héros ont des origines nobles. Alors je m'explique tout de suite. Cela signifie qu'ils ont des origines sociales élevées. On va prendre des exemples tout de suite dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on peut citer Achille, par exemple, qui est le fils de Thétis, à savoir une divinité marine, mais également Hercule et Persée, qui sont les fils de Zeus. Donc, plus élevé comme origine sociale, c'est pas possible. D'autant plus que la plupart des héros ont un parent mortel, donc soit la mère, soit le père, et cette mère ou ce père, généralement, ont eux aussi une origine sociale élevée, ils sont soit reine ou roi, prince ou princesse. Du côté des super-héros maintenant, si on analyse un petit peu plus en détail l'origine de certains super-héros, on peut voir également qu'ils ont des origines sociales élevées. Par exemple, Superman. Superman, alors vous allez me dire, bah non, c'est pas possible, ça colle pas du tout, puisque il a été élevé par des fermiers dans le Kansas, donc le Kansas étant une région des États-Unis. Oui, ce sont ses parents adoptifs. Mais en réalité, Superman vient d'une autre planète qui s'appelle la planète Krypton, et sur cette planète, son père était un scientifique très réputé, donc origine sociale élevée. Et d'ailleurs, petit point en plus, l'histoire de Superman ressemble assez à l'histoire de Rémus et Romulus, qui sont des personnages de la mythologie romaine, puisque Rémus et Romulus, premiers rois légendaires de Rome, ont également été abandonnés et ont été élevés par un père qui était d'une origine sociale plus basse, à savoir Faustulus, qui était un berger. Mais Rémus et Romulus sont bien les fils du dieu Mars et de la princesse Rhea Silvia. Donc là on voit une correspondance entre ces deux histoires, donc Superman qui vient d'une autre planète et dont le père avait une origine sociale élevée, qui se retrouve abandonné et élevé par des fermiers. On peut citer également l'exemple de Batman, alias Bruce Wayne, qui est l'héritier d'une grande famille de Gotham City étant une ville imaginaire qui se situerait aux États-Unis. On peut noter entre les super-héros et les héros antiques une autre similitude, à savoir leur patriotisme. Qu'est-ce que ça veut dire le patriotisme? Ça veut dire le fait d'être attaché à une patrie, donc un pays, ou dans le cas des super-héros, à une ville. En effet, lorsque l'on regarde dans la mythologie grecque, on remarque que les héros sont souvent associés à une ville précise. Thésée, par exemple, est très attaché à la ville d'Athènes. On a l'exemple d'Ulysse qui est assez flagrant, puisque Ulysse va essayer pendant des années de rejoindre sa terre natale, donc son île natale plutôt, Ithaque, après la guerre de Troie. Et on a également l'exemple d'Énée, qui va tout faire après la chute de Troie pour recréer, pour reconstruire une nouvelle Troie en Italie. Donc ces trois personnages, ces trois héros sont attachés à une ville en particulier, et ils sont donc des patriotes. Lorsque l'on regarde du côté des super-héros, il y a des exemples qui peuvent venir tout de suite à l'esprit, par exemple Captain America, ça m'a l'air assez logique, Captain America qui est attaché aux États-Unis, mais on a également encore une fois l'exemple de Batman, qui est attaché à la ville de Gotham City et qui fait tout pour maintenir la paix dans Gotham City. On a également Metropolis, encore une fois une ville imaginaire pour Superman, et pour Spider-Man, non on dit pas Spider-Man, non, Spider-Man,
Ouais, si on va redire Spider-Man en fait, c'est mieux. Donc pour Spider-Man, on a la ville de New York. Donc on voit effectivement ici que les héros et les super-héros ont un attachement particulier à une terre, à un pays ou à une ville qu'ils tentent de défendre à tout prix. Ensuite, sur le caractère, alors je vais passer sur les généralités, à savoir que effectivement, si vous regardez les héros antiques et les super-héros, on a des ressemblances au niveau du caractère, ils ont de la générosité, ils ont de la bonté, ils ont du courage, ce sont des qualités qui sont propres effectivement aux héros de tout temps, hein, pas seulement de l'Antiquité ou des comics, mais je vais essayer de vous montrer en quelques points effectivement que le caractère des super-héros et des héros se ressemble énormément. Comme on l'a dit, les héros antiques font en sorte que l'ordre soit rétabli après le chaos, et pour cela, ils combattent les monstres. Alors je suis sûre que tu as plein d'exemples en tête qui te viennent, et si peut-être cette année tu as étudié l'Odyssée, tu connais certains noms de monstres, par exemple le Cyclope pour Ulysse, donc le Cyclope Polyphème que l'on retrouve dans l'Odyssée, mais on peut également citer le Minotaure pour Thésée, ou encore Méduse pour Persée. Le but de combattre ces monstres, encore une fois, c'est comme je l'ai dit, de rétablir l'ordre et de mettre le chaos à distance. Ils défendent le bien et ils défendent l'ordre du monde. Pour les super-héros, c'est un petit peu la même chose. Le but est de défendre les plus faibles et de défendre la paix et le bien dans leurs villes respectives. En plus de cet idéal de justice, on peut voir également qu'il y a des faiblesses que l'on retrouve chez les héros, mais également chez les super-héros. Alors, si tu prends un exemple de super-héros qui a une faiblesse, tu vas penser tout de suite, bien entendu, à Superman, puisque Superman a une faiblesse qui s'appelle la kryptonite, c'est-à-dire qu'il devient plus faible lorsqu'il s'approche de cette pierre appelée la kryptonite, qui vient d'ailleurs de sa planète natale. Si l'on prend du côté antique un héros, tu vas tout de suite me citer Achille, puisqu'on connaît assez bien l'histoire du talon d'Achille. Achille est en effet un héros qui est censé être invincible, sauf à une toute petite partie de son corps, qui est le talon. L'histoire est très simple, c'est d'après la mythologie que sa mère Thétis a pris Achille et l'a plongé dans le Styx, qui est le fleuve des enfers, et l'a tenu en fait par le talon. Et là où ses doigts sont entrés en contact avec la peau de son fils Achille, bien entendu, l'eau du Styx n'a pas pu pénétrer. Et ces deux empreintes, en fait, sont le seul point faible d'Achille, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'expression « le talon d'Achille ». Et c'est d'ailleurs par cet endroit qu'Achille va mourir transpercé d'une flèche. Donc on a ici une faiblesse. Autre faiblesse d'Achille d'ailleurs, c'est son orgueil. Achille était prévenu avant de partir à la guerre de Troie que s'il allait justement à la guerre de Troie, il allait mourir. Sa mère l'avait prévenu en lui disant « Mon fils, si tu pars combattre, tu auras une vie courte et tu mourras ». Achille lui a répondu que ce n'était pas grave, qu'il préférait avoir une vie courte et glorieuse plutôt qu'une vie longue et ennuyeuse. Et son orgueil l'a donc dépassé et il a fini par mourir à cause de cela. Du côté des super-héros, on peut citer encore Hulk, qui a une force spectaculaire, et ce qui est assez intéressant dans ce personnage, c'est que sa force est également sa faiblesse. Hulk ne maîtrise pas toujours sa faiblesse, et lorsqu'il est sous le coup d'émotions fortes, comme la colère, il ne maîtrise plus du tout sa force et peut tout détruire autour de lui. Par cette faiblesse, il ressemble donc à notre héros Hercule, puisqu'Hercule effectivement a également une grande force, mais il ne maîtrise pas toujours sa force également. C'est un personnage qui est représenté parfois colérique, la fameuse colère d'Hercule. Alors, cette colère lui a été insufflée par la déesse Héra, mais bon, on le connaît tout de même sous ce jour-là, et sous le coup de cette folie, de cette colère, il va assassiner toute sa famille. Donc il est également dépassé par cette force spectaculaire qui devient chez lui une faiblesse, tout comme le personnage Hulk. On note également un lien entre les super-héros et les héros antiques par les noms. Les noms utilisés dans les comics sont parfois directement tirés de la mythologie antique. Alors pas que de la mythologie grecque et romaine, d'autres mythologies également entrent en jeu, mais ici je vais te parler essentiellement de la mythologie grecque. Par exemple, nous avons le héros Shazam. Shazam, c'est l'acronyme de Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure. Alors, en dehors du premier qui est un nom de roi qui n'a rien à voir avec la mythologie grecque, tous les autres noms font référence effectivement à un personnage de la mythologie grecque. On a évidemment Hercule,
Atlas, Achille, qui sont connus pour leur force. Pour ceux qui ne le savent pas, Atlas est un héros qui est censé porter la terre sur ses épaules. Et c'est d'ailleurs de là que vient le nom un atlas pour signifier une carte du monde. Ces trois personnages sont donc réputés pour leur force. Nous avons ensuite Mercure, qui est un dieu qui est le messager des dieux et qui est réputé pour sa vitesse. Et enfin, nous avons Zeus, qui n'est rien de plus que le roi des dieux. On peut également citer le personnage de Circé, qui est présente dans les comics et dont le nom est directement tiré en fait du personnage mythologique Circé que tu as certainement déjà rencontré dans l'Odyssée. Circé est en effet une magicienne dont la spécialité est de transformer les hommes en animaux. Alors, elle a pas très bon caractère, Circé, hein, c'est-à-dire qu'elle aime pas trop être contrariée, et à partir du moment où on lui dit non, il y a forte chance qu'elle te transforme en un animal. Voilà. Peu importe l'animal. Tigre, ours, cochon, au choix. On a également le personnage du Cyclope dans les X-Men, qui fait bien entendu référence au Cyclope Polyphème que l'on rencontre encore une fois dans l'Odyssée. Et enfin, comme dernier personnage que je peux te citer, c'est le docteur Minerva, qui fait référence à Athéna Minerve, la déesse de la sagesse, mais également de la guerre dans l'Antiquité. On peut effectivement voir qu'il y a un lien assez prononcé entre les super-héros et les héros antiques. On va passer au deuxième point, les super-pouvoirs. Allez. Dans cette partie, nous allons voir les super-pouvoirs qu'ont les héros antiques et qu'ont également les super-héros. Tu vas voir effectivement qu'il y a plusieurs pouvoirs qui reviennent dans la mythologie grecque, mais également dans les comics. Le plus évident, c'est la force spectaculaire. J'ai déjà cité plusieurs exemples. On a Achille, on a Atlas, mais du côté des super-héros de comics, on a également Hulk et on a Superman, qui est représenté avec une force spectaculaire. Il y a également la sagesse et l'intelligence, qui est poussée à l'extrême chez nos héros et nos super-héros. Le héros antique par excellence qui est réputé pour être sage, c'est Ulysse, qui est d'ailleurs surnommé Ulysse aux 1000 ruses dans l'Odyssée. Et si l'on prend du côté des super-héros, on peut citer notre cher Batman, par exemple, ou encore Iron Man, qui est un inventeur de génie. Donc ici, on a effectivement cette représentation de l'intelligence et de la ruse. Ensuite, on a le pouvoir de la métamorphose. Si l'on prend la mythologie antique, le meilleur exemple que l'on peut citer, c'est Zeus. Zeus aime particulièrement se métamorphoser, souvent en animaux, hein, par exemple le bœuf, le cygne également, mais il peut également se métamorphoser en d'autres choses comme une pluie d'or. Voilà. Pourquoi une pluie d'or on ne sait pas. La raison pour laquelle les dieux se métamorphosent dans les récits mythologiques, c'est tout simplement parce que les mortels ne peuvent pas voir les dieux en face sous leur réelle forme. Ils sont donc obligés de se métamorphoser. Et pour Zeus, il y a une idée aussi de ruser, hein, parce que en se métamorphosant, il peut feinter et il peut séduire les jeunes filles. Alors, séduire avec plein de guillemets, bien entendu. Du côté de nos super-héros, il y a plusieurs personnages effectivement qui font appel à la métamorphose. On a le personnage de Wolverine dans les X-Men par exemple, puisqu'il n'a pas toujours ses griffes sorties, donc il y a une certaine forme de métamorphose. On peut citer également Spider-Man, encore une fois, puisque l'homme araignée, qui fait d'ailleurs référence également au personnage d'Arachné dans la mythologie grecque, puisque Arachné était une jeune fille qui a été transformée ensuite en araignée, donc là on peut voir un lien également entre les deux. On peut citer également Catwoman par ses capacités qui ressemblent effectivement à un chat. Elle a la rapidité et l'agilité d'un chat. Et on peut citer également le personnage d'Ant-Man, donc Ant-Man qui est censé être aussi petit qu'un insecte. D'où le nom d'ailleurs, Ant, voilà, qui signifie insecte en anglais. On va terminer par le super pouvoir du vol, puisqu'encore une fois c'est un super pouvoir qui se retrouve à la fois dans l'Antiquité, mais également dans les comics. Alors le vol, si on pense aux héros antiques, on peut citer Hermès ou Mercure, le messager des dieux que j'ai déjà cité précédemment, qui est doté d'ailes sur ses sandales, mais également sur son casque. Et on peut citer également le personnage d'Icare. Icare est le fils de l'architecte Dédale, donc Dédale c'est celui qui a construit le labyrinthe dans lequel est piégé le Minotaure, et cet architecte a fabriqué pour son fils des ailes faites de cire et d'une armature. Avec ses ailes, Icare tente de voler tel un oiseau. Malheureusement, il s'approche trop près du soleil
et tu devines ce qui se passe? Bah oui, les ailes elles fondent, hein, c'est de la cire. Et donc il finit par s'écraser dans la mer. Du côté de nos super-héros des comics, on peut citer bien entendu encore une fois Batman, évidemment, on peut citer Iron Man qui a la capacité de voler, et on peut citer Superman. Alors le super-héros qui selon moi ressemble le plus à Icare, ça serait Batman effectivement, puisqu'il a, ou Iron Man d'ailleurs, puisqu'ils utilisent la technologie pour voler. Sauf que la technologie moderne ça a quand même du bon, puisque eux ils ne s'écrasent pas, hein, contrairement à Icare. Passons à notre troisième point, les costumes. Et oui, je suis sûre que tu as toujours voulu savoir pourquoi les super-héros portaient des costumes moulants. Oui, c'est pas ce qu'on peut appeler un costume viril, hein. Mais alors pourquoi, hein? Ben je vais te le dire. Le costume moulant fait référence à la perfection du corps qu'entretenaient les Grecs. Lorsque tu regardes les statues grecques, il y a une chose qui choque souvent les élèves, c'est ils sont tout nus. Oui, effectivement, on a de la nudité qui est présente dans les statues grecques, tout simplement pour montrer la musculature, pour montrer la perfection du corps, et pour montrer le culte du corps et la virilité. Et on retrouve ça du coup dans nos super-héros, puisque les super-héros avec leurs jolis costumes moulants, hein, on pense encore une fois à Batman avec sa combinaison noire, ou à Superman avec son magnifique juste au corps, on a cette représentation de la musculature, sauf que ça colle mieux à l'époque des comics, à savoir au début du XXe siècle, on va pas montrer des personnages effectivement qui vont être tout nus, donc on les habille quand même, mais on les habille de façon moulante pour montrer leur physique et montrer leur force physique. Ensuite, dans les costumes des super-héros, tu as certainement remarqué qu'il y avait souvent une cape. Alors pourquoi une cape? Cette cape, la plupart du temps, elle est inutile aux super-héros. Sauf dans le cas de Batman, qui se sert de sa cape pour voler. Tout simplement parce que dans l'Antiquité, la cape était un des éléments de la tenue militaire, de la tenue des chefs militaires. Et donc ça fait référence effectivement à ces chefs militaires romains ou grecs qui portaient cette cape rouge, ce manteau rouge. Ce choix de costume peut peut-être également s'expliquer par le fait que les comics et le genre cinématographique du péplum, dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo, sont arrivés à peu près au même moment. Et de ce fait, ces deux genres, les comics et le péplum, se sont influencés et on retrouve la cape dans les péplums, mais également dans les comics. Ensuite, autre petit point sur le costume de nos super-héros. Tu as certainement remarqué sur les illustrations de comics, le super-héros est souvent représenté en action. Ça c'est une règle qui a été établie par Stan Lee, qui est l'auteur entre autres de Spider-Man, et qui se retrouve ensuite dans tous les comics. Lorsque tu regardes également des statues qui représentent des héros dans l'Antiquité, tu remarqueras que ces héros sont également représentés dans l'action. Donc là encore une fois, dans la représentation du héros et du super-héros, on a un lien qui est assez flagrant. Nous terminons par le point numéro 4, les armes et symboles. Donc, dernier point, mais pas des moindres. Il y aurait tellement de choses à dire sur les armes et symboles chez les super-héros, mais encore une fois, je vais essayer de faire assez court et assez percutant pour te prouver que l'Antiquité, encore une fois, est bien présente dans les comics. On peut citer tout d'abord le foudre de Flash, donc le super-héros Flash, qui fait référence tout simplement au foudre de Zeus, qui est l'attribut du dieu Zeus. Zeus est censé effectivement lancer des éclairs et faire tonner le tonnerre. On peut citer également le bouclier de Captain America, qui fait soit référence à l'égide, qui est un bouclier divin, soit référence au bouclier d'Achille, qui a été forgé par Héphaïstos, le dieu forgeron, et offert par Thétis, donc la mère d'Achille, à Achille. Donc ce sont des armes divines. Ensuite, on peut parler de l'arc de Green Arrow. Excusez l'accent, hein. Donc cet arc fait encore une fois référence à un personnage antique, puisqu'on peut penser tout de suite à l'arc d'Ulysse dans l'Odyssée. Je te rappelle qu'Ulysse est d'ailleurs le seul à savoir maîtriser correctement son arc. Et on va terminer par une super-héroïne, parce que oui, les super-héroïnes ça existe aussi, on va parler de Wonder Woman. Donc Wonder Woman, sa panoplie est également une panoplie tirée des dieux, et elle fait référence à l'Antiquité. Ses armes ont en effet été forgées par les dieux, tout comme les armes d'Achille, et comment ne pas remarquer que Wonder Woman est une sorte d'Amazone des temps modernes, les Amazones étant des personnages féminins de la mythologie grecque.
Alors j'espère que cette petite vidéo t'a plu et t'a permis de voir les différentes références antiques que l'on retrouve dans les comics. En attendant, je te dis au revoir ou allez, comme disent nos amis les Romains.